Donc voilà, après avoir parlé un peu de que mettre dans la charte graphique, je vais donc commencer par les deux premières ici de Alexandre. On va voir. Non, parce que je sais qu'il y en a que j'ai déjà vu, donc je vais commencer par les 4 premières en fait. Voilà, on va tester ça. Alors, ok, celle-là je l'ai déjà analysée ailleurs, donc vous aurez l'enregistrement. Celle-ci, je ne pense pas l'avoir analysée, donc je vais le faire avec vous. Ok, donc celle-là, je laisse tomber. Celle-là aussi, je l'ai déjà analysée. Ah, charte graphique de Arte, ça c'est intéressant. Bon. Donc, vous avez récupéré des PDF. Les PDF, c'est soit des PDF pour l'impression, pour faire un document imprimé, soit ça peut aussi être des PDF pour une présentation genre PowerPoint. Donc ça va tout de suite se voir si c'est un PDF pour l'impression ou pour la présentation. La plupart du temps, ce sera un PDF pour l'impression, en fait. Parce que voilà, c'est institutionnel, on fige, c'est comme une règle sur papier, c'est bien que ce soit sur papier, en fait. Oui, parce que vous savez que InDesign peut évidemment servir à remplacer PowerPoint quand on doit faire des présentations. Donc dans ce cas-là, évidemment, le document sera en horizontal, puisque c'est pour une projection sur un écran, pour montrer sur une grande télévision, éventuellement, voilà, ce sera un document en horizontal. Ce qui ne veut pas dire que tous les documents horizontaux sont des présentations genre PowerPoint, puisqu'on peut aussi faire du format à l'italienne des pages horizontales. Bon, alors on reparlera de InDesign utilisé pour faire du PowerPoint, entre guillemets, parce qu'on appelle ça, c'est le terme générique des présentations sur écran, on appelle ça des PowerPoint, même si ce n'est pas fait avec Microsoft PowerPoint. Mais on en reparlera. Donc voilà, la charte graphique d'Arte pour le print. Dans ce qu'on peut remarquer, c'est déjà... Oui, parce que je vais avoir deux approches ici quand je vais analyser les chartes. Je vais avoir l'approche du contenu de la charte, qu'est-ce que ça montre, quelles sont les idées originales, quelles sont les choses qu'on retrouve souvent, voilà, on va survoler en fait. Hein. Et je vais aussi avoir une approche mise en page. C'est ça qui est intéressant quand on analyse des chartes graphiques, c'est qu'au niveau de la mise en page, c'est quand même très travaillé, généralement. Ils se sont foulés pour faire une mise en page intéressante, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, voilà. Et là, on peut dire qu'au niveau mise en page, pour le sommaire, déjà, ça en jette. C'est aéré. Ça veut dire c'est classieux. Voilà. Il y a un côté architectural avec ce rectangle décoratif en fond. Les chiffres sont dans une police quand même qui n'est pas commune. C'est quand même une police de caractère qu'ils ont... voilà, bien choisi pour que ce soit classieux également. Ça fait penser un peu à une époque, ces chiffres. Je ne sais pas si ça vous fait penser à une époque, parce que forcément toute typographie fait penser à une époque. Même si c'est dans l'inconscient. On l'a vu dehors des conférences, hein, on en a parlé. Même si c'est dans l'inconscient, pour le public final, qui sont ici donc les gens qui vont utiliser les logos, etc. de Arte. On ne parle pas des téléspectateurs de Arte, mais vraiment des professionnels qui travaillent dans cette chaîne de télévision. Puisque vous savez que c'est une chaîne de télévision, j'imagine, franco-allemande. Donc, il y a quand même toute une connotation culturelle. Alors, je ne sais pas, ça vous fait penser à quelque chose, ces chiffres, éventuellement ? Ouais, ça pourrait être les années 50. Moi, j'aurais plutôt dit années 20. Années 20, un peu art déco. Oui, il faut voir. Donc, tu as peut-être raison aussi quand tu parles des années 50. Hein. Donc là, j'ai tapé ici typographie art déco dans Google et je suis dans la partie images et... Voilà à peu près la typographie art déco. C'est vrai qu'il y en a qui sont très typés ici
avec ce doublement des fûts, ces espèces de filets sur les fûts des caractères. Mais voilà, je pense que voilà. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin dans la recherche de l'influence de la police de caractère qu'ils ont utilisée là, mais en tout cas, elle me paraît intéressante. Alors, je vous ai parlé d'Art déco et Art nouveau. Quelque chose qui serait intéressant, c'est que vous voyez un peu la différence entre ces deux mouvements qui sont quand même très marquants dans l'histoire du graphisme. Donc, si vous tapez là sur Google différence Art déco et Art nouveau, et je ne l'ai même pas fait en anglais parce que c'est un sujet tellement vaste que vous allez trouver des choses en français à ce propos, même si je sais que l'anglais c'est votre truc. Voilà, Art déco et Art nouveau, quelle différence vous allez voir. Donc je vous laisse regarder ça, c'est assez intéressant. Pas nécessairement cet article-là en fait. Hein. Alors. Voilà, l'art déco, on trouve ça beaucoup dans l'architecture, et principalement l'architecture américaine de Los Angeles. Il y a, je ne sais pas si vous voyez, et aussi dans le design des voitures américaines, ça s'est retrouvé jusque tard, après. Des arrondis, mais de la géométrie, des angles, oui, beaucoup de géométrie. Ça vous dit quelque chose? Le streamline. Voilà, c'est un style en fait. Hein. Le streamline. Et si je tape, si j'ajoute architecture, on va tomber sur de l'architecture streamline. Donc ça rejoint, c'est de l'art déco, mais très américain en fait. Donc je vous conseille de vous intéresser à ça. C'est vraiment un conseil parce que c'est très connu, la différence entre art nouveau et art déco. Et le pendant, le petit cousin donc, de l'art déco, la version américaine, le streamline. Bon, vous voyez, si je tape art nouveau, vous avez tout de suite des choses, c'est plus floral en fait, hein, c'est davantage floral. Alors si vous avez l'occasion d'aller visiter la ville de Prague en Tchéquie, vous allez trouver énormément de choses art nouveau en fait. Hein. Ça vous connaissez? C'est très connu ça. Donc c'est un artiste qui s'appelait Moucha. Ça vous dit quelque chose maintenant? Moucha, voilà. C'est aussi une référence de l'art. Et c'est très connu parce qu'on a fait énormément de calendriers, de posters sur base de ces œuvres qui sont en fait des quoi à la base? Bon, ce sont des affiches. Il a fait des choses décoratives, les 4 saisons, des choses comme ça. Mais quelle est la technique? La lithographie, en fait, c'est-à-dire du dessin sur de la pierre. C'est un peu l'ancêtre de l'offset, parce que c'est basé sur la répulsion graisse-eau. On dessine avec un crayon gras sur une pierre. On passe de l'eau. À titre personnel, j'en ai fait quelques-unes de lithographie il y a de ça quelques décennies, parce que ça fait partie de ce qu'on fait dans les écoles d'art. On dessine au crayon gras, on passe de l'eau sur toute la surface de la pierre, l'eau est repoussée par le crayon gras, donc il n'y a pas d'eau à l'endroit où on a fait des traits. Ensuite, on passe avec un rouleau encreur, et forcément l'encre ne sait pas se mettre là où il y a l'eau, parce qu'il y a aussi répulsion. Donc voilà, mais c'est vraiment la technique de l'offset, c'est la même technique que la technique offset pour imprimer les magazines, c'est basé sur la répulsion eau et encre. L'encre est en grasse, et le crayon ici est en gras aussi, voilà.
Donc évidemment, on met une feuille, on passe ça en presse, ça retire l'encre et on peut recommencer. Mais il y a des limites, hein. C'est comme l'offset, au niveau du nombre de... Voilà, les plaques s'usent, les plaques offset s'usent, c'est la même chose pour les pierres. Et alors, il y a de la lithographie en plusieurs couleurs. On utilise des pierres, plusieurs pierres, et forcément, la feuille va être imprimée en plusieurs couleurs. C'est ce que Mucha a fait, et des pierres très grandes, en fait, hein. Ça peut être des pierres très grandes. En voilà une, tiens. Ok. Qui est montré ici. Voilà. On ne voit pas la pierre, mais on voit l'impression. Lui, vous le connaissez ? C'est un des plus grands artistes encore en vie actuellement. Pierre Alechinsky, c'est un graveur et un artiste à plusieurs techniques. Et jamais entendu parler ? Vraiment, il faut vous y intéresser. Alechinsky, on l'appelle Alechinsky, hein. On ne dit pas Pierre Alechinsky, la plupart du temps on dit Alechinsky. Donc c'est quelqu'un de vraiment important dans l'histoire de l'art contemporaine. Donc on tombe dessus là en parlant de la lithographie, mais voilà. Voilà, alors en supposant que je trouve que ces polices de caractère, c'est génial, celles qui ont été utilisées pour les chiffres, vous savez comment je pourrais connaître quelle est la police, quel est le nom de la police pour pouvoir l'acheter ou la réutiliser, vous ferez comment, vous ? Oui, sur Adobe Font. Exactement, Adobe Font, il y a d'autres sites qui le permettent aussi. What the Font, c'est ça, le fameux jeu de mots, évidemment, c'est What the fuck, What the Font. Hein, c'est exactement ça. Ils ont de l'humour. Ça a changé de nom. Une fois qu'on tape What the Font et qu'on va sur le site, ça a changé de nom en fait. Mais figurez-vous, j'ai testé et ça ne marche pas extrêmement bien. Si vous arrivez à la retrouver par Adobe Font, parce que moi j'ai essayé par What the Font, si vous arrivez à la retrouver par Adobe Font, vous me le direz, hein, c'est pas difficile, vous ferez le petit test par la suite. Mais donc ça c'est intéressant de constater que vous savez comment retrouver éventuellement le nom d'une police que vous voyez. Alors, juste un petit truc en plus par rapport à ce qu'on a dit précédemment à propos de l'architecture Art déco et Streamline. Architecture moderniste, on est toujours dans la même veine. Architecture moderniste, c'est ça en fait, hein. Et figurez-vous que en Belgique, il y a pas mal de bâtiments en architecture moderniste. Donc, vous retrouvez un peu cette ambiance américaine, californienne en Belgique, bizarrement. Vous trouvez ça à Woluwe Saint-Pierre, donc dans la région de Bruxelles. Voilà. Et vous trouvez ça aussi dans la région de Charleroi. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais la ville de Charleroi était anciennement une des villes les plus riches au monde. Vous ne saviez pas ça? Au moment où l'industrie était vraiment très développée, les maisons des patrons, des chefs d'entreprise, c'est vraiment très très ostentatoire, ça en jette, et on en trouve dans le style art déco, streamline, art moderniste, architecture moderniste. Oui, oui, ça, peu de gens le savent, mais Charleroi a été un jour une des villes les plus riches du monde. Et évidemment, il y a eu des tournants industriels qui ont été peut-être mal négociés, peut-être pas bien anticipés, le développement de l'industrie dans d'autres pays qui concurrencent au niveau des salaires, les changements au niveau des attentes, voilà, les attentes de la demande dans certains produits, voilà. Donc, mais Charleroi reprend du poil de la bête, hein. Maintenant, ça se numérise, ça devient une ville de plus en plus numérique, mais voilà. Donc, on peut dire que quelque part, le tournant numérique, les ordinateurs, les années 70-80, ils sont peut-être un peu ratés ça, et ça, la ville a un peu périclité du coup, mais... Oui, c'était une des villes les plus riches du monde, Charleroi, de manière assez surprenante.
Et il reste des traces dans l'architecture et un peu partout dans Charleroi. Il y a un collectif d'ailleurs qui fait des visites de Charleroi, et ça peut être intéressant. Alors, je reviens à la charte de Arte.